Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux services et outils cartographiques disponibles sur la plateforme Data Grand Est. Donc, je suis Guillaume Riclinck, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est côté région. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois ou presque, pour une heure d'échange et de partage de 11 h à midi sur un sujet en lien avec la data. C'est le principe des jeudis. Adonnez-vous à la donnée. Ainsi, nous vous invitons dès à présent à noter la date du prochain webinaire qui aura lieu le 11 janvier et qui sera consacré à la présentation des projets lauréats du concours de data visualisation que nous avons organisé en 2023. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit à la journée de la DataVis à Strasbourg le 13 décembre, nous vous invitons à le faire à partir du site internet Data Grand Est. Et vous avez également à l'écran les dates des prochains webinaires qui se dérouleront sur le premier semestre 2024. Quelques informations pour le bon déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, merci de privilégier le navigateur Chrome. Ensuite, durant les présentations, si vous avez des questions, et on espère que vous aurez des questions, utilisez de préférence l'onglet questions, évitez d'utiliser l'onglet chat et réservez cet onglet plutôt pour les discussions entre vous, les observations, les remarques. Enfin, l'ensemble des présentations et des vidéos seront disponibles sur le site Data Grand Est et sur la chaîne YouTube Data Grand Est environ d'ici une semaine. Alors, je profite également de cet instant d'échange et d'information pour évoquer deux actualités Data Grand Est. La première, de nature plutôt technique, concerne la migration des URL du géoportail de l'IGN vers la géoplateforme. Nous vous avions informé il y a quelques semaines de la nécessité de programmer ce changement qui doit être réalisé entre le 15 décembre et le 15 janvier. Donc, nous allons engager ce travail sur la plateforme Data Grand Est dans les prochains jours. Et si vous rencontrez un problème pour utiliser ces flux, soit à partir de la plateforme Data Grand Est, soit à partir du plugin QGIS, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Autre information, 2 nouvelles personnes ont rejoint l'équipe Data Grand Est ces dernières semaines. Tout d'abord, Isabelle Didier-Jean, que certains d'entre vous ont pu rencontrer au Geodata Days et qui nous a rejoint en septembre. Elle prend le relais de Amandine Ham et aura notamment en charge, ou a notamment en charge, le pilotage du projet d'occupation du sol avec Xavier Shape de l'Adréal. Ensuite, il y a aussi Jean-Pierre Rodriguez qui vient de nous rejoindre début décembre comme administrateur de la plateforme Data Grand Est en remplacement d'Antoine Richard et donc il prendra progressivement ses fonctions à mes côtés dans l'équipe Data Grand Est. Donc, je vous propose maintenant de revenir sur le sujet du jour, les services et outils cartographiques disponibles sur la plateforme Data Grand Est. Pour ce webinaire, nous avons fait le choix de faire intervenir des acteurs externes au Grand Est qui utilisent quotidiennement ces outils. L'objectif n'est pas tant de vous expliquer comment utiliser ces outils que finalement de montrer à quoi ils servent et comment ils peuvent répondre à certains besoins. Nous allons donc avoir ce matin 3 présentations. La première concernera MapStore et sera présentée par Catherine. Bonjour, je suis Catherine Morales, je travaille en tant que chef de projet au service SIG de Rennes Métropole, à l'unité études et développement, et depuis déjà quelques années sur la plateforme Georchestra, qui est notre portail SIG de Rennes Métropole. Merci Catherine. La deuxième présentation sera réalisée par Stéphane et concernera plus particulièrement l'application mViewer. Bonjour à tous, je suis Stéphane Riesenthaler, chef de projet SIG et au quotidien je mets en œuvre techniquement le projet GeoRENA et je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci Stéphane. Et donc la troisième présentation pour clore la matinée concernera GeoContrib et sera présentée par Vincent.
Bonjour à tous, donc je suis Vincent Fabry, je suis l'administrateur de la plateforme Géo-de-France, qui est la plateforme régionale en Hauts-de-France et qui ressemble pas mal à votre plateforme en Grand Est. Très bien, ben, merci à tous les trois, merci d'avance. Je suis également accompagné pour ce webinaire par Benjamin Chartier. Donc, je te laisse te présenter, Benjamin. Oui, bonjour à tous. Donc, Benjamin Chartier, je suis un consultant extérieur et qui apporte son appui à l'équipe d'animation et d'administration de Data Grand Est sur des questions techniques sur la plateforme ou alors comme aujourd'hui au cours de l'animation de certains de vos webinaires. Très bien, ben, merci beaucoup Benjamin. Et donc Benjamin assurera la modération notamment des questions pendant ce webinaire. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la première présentation et je vais laisser la parole donc à Catherine. Alors voilà, bonjour. Donc nous, on est en Bretagne, hein, ça se voit. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va parler de l'outil MapStore. Alors tout d'abord un petit diaporama, puis très vite on va passer sur une démonstration en live. Donc, qu'est-ce que MapStore? Quels sont les différents composants de MapStore? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis, voilà, je vais vous montrer un cas d'usage sur l'utilisation de MapStore par les urbanistes chez nous. Donc, qu'est-ce que MapStore pour GeoOrchestra? Donc, MapStore, c'est tout d'abord le visualiseur de GeoOrchestra, le visualiseur actuel qui est intégré dans la plateforme et qui permet donc d'afficher, de visualiser, de croiser toutes les données publiées via GeoServer. Donc MapStore, c'est également un générateur de visualiseurs, c'est-à-dire que on peut créer des environnements métiers spécifiques, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Les différents composants de MapStore, donc on a plusieurs types de visualiseurs possibles. Le visualiseur qu'on utilise nous le plus à Rennes Métropole, c'est ce qu'on pourrait appeler une application thématique, c'est-à-dire que c'est un environnement métier paramétré pour des usages bien précis. Donc celui que nous allons voir tout à l'heure, c'est un environnement qui s'appelle urbanisme foncier et qui est destiné aux utilisateurs qui font de l'instruction de droit des sols en général, ou tous les urbanistes également peuvent l'utiliser. Voilà, donc cette application thématique, elle contient une carte. Donc une carte, c'est des couches d'informations, des données géographiques, c'est des fonds de plan, c'est une emprise. Et puis, elle contient également des extensions, c'est-à-dire des fonctionnalités d'impression, d'export, d'import. Et puis des extensions personnalisées, c'est une des grandes richesses de MapStore, c'est qu'il est possible de faire développer ou de développer des extensions personnalisées qui peuvent répondre à des besoins très spécifiques. Un autre composant de MapStore, un autre type de visualiseur qui est assez apprécié, qu'on est en train de mettre en œuvre de façon un peu plus intensive à l'heure actuelle, qui est le tableau de bord. En fait, c'est une représentation de la donnée géographique, non seulement sous forme de cartes, mais également avec du texte, avec des tableaux, des graphiques, des compteurs, tout un tas d'objets qu'on appelle des widgets, qui sont liés ou pas entre eux. Donc, on a l'habitude, nous, de lier à la carte, c'est-à-dire que quand on va faire un zoom sur la carte, eh bien, tout est dynamique, hein, tout suit ce qui apparaît dans la carte. Voilà, donc chacun de ces visualiseurs a sa propre URL. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec MapStore? En fait, cette diapositive est pas très jolie, elle est très très riche. C'était compliqué de synthétiser tout sur une diapositive, mais c'est pour vous montrer la richesse. En fait, on peut aussi bien explorer la carte, naviguer en 2D et en 3D. Alors, nous n'avons pas encore trop implémenté la 3D chez nous parce qu'on a d'autres outils pour le faire, mais c'est quelque chose qui est possible dans MapStore. On peut consulter, sélectionner, interroger des données. Basculer les fonds de plan, se géolocaliser sur un objet qui est dans nos données en fait. On peut intégrer du Street View, il y a une richesse importante. Je vais pas tout vous détailler là, mais on peut enrichir la carte, on peut éditer, on peut faire de l'édition, c'est-à-dire créer et mettre à jour des couches d'informations géographiques. On peut faire du graphisme, de dessiner, annoter, mesurer, imprimer. On peut également diffuser notre propre carte, la partager, l'exporter, etc. Et toutes ces fonctionnalités
ben on peut les utiliser dans le visualiseur standard dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou dans un environnement métier personnalisé en fonction de ce que l'administrateur de la plateforme aura mis à disposition. Alors là, c'était en tant qu'utilisateur, et puis ben, les administrateurs, ils peuvent configurer tout ça de plusieurs façons, soit en modifiant des fichiers de configuration, soit en utilisant une interface qui est dédiée à ça, qui permet de créer les petites applications thématiques, les environnements métiers spécifiques. Voilà, donc j'en ai fini avec le diaporama. Je vais maintenant vous montrer concrètement à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Donc pour ça, je vais utiliser mon écran. Donc voilà, notre portail, alors c'est un portail professionnel qui n'est pas diffusé. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est notre portail professionnel qui n'est donc pas public, qui est spécifiquement pour les agents de Rennes Métropole et de ses 43 communes. Donc on a potentiellement 5000 personnes qui peuvent l'utiliser, mais on est plutôt autour de 400 personnes par jour qui l'utilisent. Donc voilà, le visualiseur, ce que je vous disais tout à l'heure, MapStore peut être présenté, c'est le visualiseur standard de GeoOrchestra, mais c'est également un générateur de visualiseurs, donc qui est générateur pour les administrateurs, qui permettent de créer des environnements appropriés à chaque thématique métier. Donc vous voyez, on en a plusieurs, hein, on a plusieurs types de visualiseurs, ce que je vous disais. Ce qu'on appelle l'application thématique, ça s'appelle contexte dans le jargon de MapStore. On a également des tableaux de bord, donc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a d'autres objets que nous on n'utilise pas encore. Il y a des GeoStories qui permettent d'avoir une histoire autour de la donnée, de créer une histoire autour de la donnée. Voilà. Donc les différents composants. Donc nous on va aller regarder Urba Foncier sur un cas d'usage bien concret. Je me positionne en tant qu'agent instructeur de permis de construire et j'ai besoin d'avoir des informations sur une parcelle et sur une adresse. On m'a donné une adresse et il faut que je recherche un petit peu à qui appartient cette parcelle et puis avoir le plus d'informations possible pour instruire correctement mon dossier. Donc pour ce faire, je vais commencer comme je vous disais tout à l'heure, je suis dans un environnement métier. Mon fond de plan est différent de ce que j'avais tout à l'heure en tant que visualiseur standard. Hein. J'ai un fond de plan qui est dédié au cadastre, puisque c'est la thématique qui m'intéresse. Et je vais pouvoir faire une recherche. Alors, je vais faire une recherche d'adresse basée sur la base de données adresse de Rennes Métropole. Donc, quand je fais cette recherche, je vois que j'ai plusieurs réponses qui sont possibles, qui en fait correspondent à différentes données géographiques qui sont sur notre portail et qu'on a paramétré pour pouvoir répondre. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'aller sur une adresse. Donc je vais aller sur l'adresse avenue Henri de Fréville et je me retrouve sur cette parcelle, sur ce bâtiment et cette parcelle qui est celle qui concerne ma recherche. Donc, je vais pouvoir regarder quelles sont les informations que j'ai dans ma liste de couches qui se trouve à gauche dans MapStore, hein, donc qui est ici. Et je vais voir que j'ai une information qui m'intéresse qui s'appelle les parcelles des grands propriétaires fonciers. Donc, je vais la rendre visible, puisque là, elle était invisible. Et je vais voir sa légende. Et je vois que dans sa légende, j'ai l'information sur les parcelles des grands propriétaires fonciers. Donc, je vois que la parcelle qui m'intéresse appartient à Rennes Métropole. Donc, un premier niveau d'information sur l'appartenance de la parcelle qui m'intéresse. Donc, vous voyez, je peux rendre transparent hein, la couche en fonction de mes besoins. Voilà. Je vais enlever les adresses qui ne m'intéressent pas, mais je voudrais avoir un petit peu plus d'informations maintenant sur cette couche. Donc, je vais pouvoir afficher les informations dites attributaires de la couche des parcelles des grands propriétaires fonciers. Et je vois que j'ai 34 533 parcelles qui sont référencées dans cette couche. Et je voudrais savoir combien j'ai de parcelles qui appartiennent à Rennes Métropole. Donc, pour ce faire, il suffit que j'aille filtrer ici et que je tape Rennes Métropole. Le filtre est en direct. Alors vous voyez peut-être pas dans la carte là, mais en fait, il m'a filtré toutes les parcelles qui appartiennent à Rennes Métropole dans la carte également.
Donc, c'est celles qui sont en bleu, hein, selon la légende. Et je vois que j'ai 3483 objets qui appartiennent à Rennes Métropole. Voilà, dès lors que je ferme le tableau, la table attributaire, je retrouve la couche telle qu'elle était avec l'ensemble des informations non filtrées. Donc voilà un petit peu une approche. Je vais changer de basculer de fond de plan pour avoir, vous voyez qu'il est très facile de basculer d'un fond de plan à un autre. Et en fonction des besoins qu'on a au moment précis, on garde l'emprise et la localisation, c'est juste le fond de plan qui change. Donc là, je suis sur une orthophotographie de 2021, donc relativement récente. Voilà, donc j'ai déjà quelques informations, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Je voudrais avoir des informations sur plus détaillées sur la parcelle cadastrale. Donc pour ça, je vais utiliser une extension personnalisée qui a été développée pour interroger les matrices cadastrales en provenance de la direction de la DGFIP. Et donc, cet outil Cadastrap que vous utilisez peut-être déjà a été porté sur MapStore. Et donc, c'est une extension personnalisée. Vous voyez ici. Donc, on va faire, je ne vais pas vous montrer en 10 minutes la totalité de Cadastrap, c'est pas le but ici. Mais je vais pouvoir voir qu'en cliquant sur la carte, je vais avoir l'information. Alors là, je vais avoir l'information sur la parcelle en provenance de l'information DGFIP. Donc, toute la description de la parcelle, le nom de propriétaire, copropriétaire s'il y en avait, les descriptions des bâtiments, donc là, il y en a très peu, et l'historique de mutation. Voilà, donc toutes ces informations, je peux évidemment les regrouper et les exporter en choisissant un fond de plan qui est mis à disposition et les exporter sous forme de fichier PDF pour l'étudier, la jeter dans mon dossier puisque je suis en train d'instruire un dossier, j'ai besoin d'avoir ces informations pour les compléter. Donc voilà le fichier PDF résultant de ma requête. Donc ça, c'est Cadastrap. C'était pour vous montrer ce que peut donner un plugin, une extension personnalisée qui est intégrée dans un environnement métier. Donc on est vraiment sur du spécifique autour du métier. Il te reste 2 minutes, Catherine. D'accord. Donc maintenant, on va s'attacher à une autre information. Je fais du foncier, mais je fais aussi de l'urbanisme. Et je voudrais pouvoir ajouter des informations à ma carte qui concerne le PLUI, donc un PLU intercommunal, puisque nous sommes sur ces thématiques-là. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit j'ajoute le PLUI en me basant sur le catalogue de Rennes Métropole, sachant qu'on peut rajouter d'autres catalogues, hein, donc il est tout à fait possible d'accéder au catalogue Géobretagne, par exemple. Et là, je vais rajouter la couche synthèse des zonages PLUI. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Elle est venue s'ajouter en haut et si j'ai envie, je peux la redescendre en dessous de la couche des parcelles des grands propriétaires fonciers que je vais masquer. Et une autre possibilité qui est très intéressante, qui est rendue possible dans MapStore, c'est la possibilité d'ajouter des cartes modèles. Donc, ce sont des cartes. Là, j'ai rajouté une couche tout de suite, là, la synthèse des zonages PLUI. Mais si je veux, notre administrateur de plateforme nous a concocté des cartes thématiques et donc je peux tout à fait rajouter une carte beaucoup plus qui contient l'ensemble des couches. C'est un groupe de couches en fait qui contient l'ensemble des couches liées au PLUI sur des plans thématiques. Donc par exemple, si je veux avoir l'information sur les orientations d'aménagement, alors là on voit plus grand chose. Je vais fermer ma synthèse. Je vais rendre invisible la synthèse, voilà. Je remets mon fond de plan orthophoto. Et les orientations d'aménagement qui n'apparaissent pas. Il faut bien qu'il y ait un petit effet qui ne marche pas. C'est le groupe de couches en fait qui est caché, je pense. Qui est caché. Non, il n'est pas caché en fait. En fait, quand tu vois ça, ça veut dire que il y a eu au moins une couche qui n'est pas visible. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, on est bien sur un effet d'écho. Ouais, non, et puis je suis pas sur une zone où il y a des orientations d'aménagement importantes. Donc voilà, là vous avez bien la couche orientation d'aménagement.
Voilà, donc j'ai plus beaucoup de temps. Ce que je peux vous montrer pour finir, oui, alors sur l'urbanisme, toujours une fonctionnalité très utile pour les instructions de permis, c'est bien d'avoir le détail de la réglementation du PLUI. Donc, en cliquant sur la parcelle, c'est encore une extension personnalisée qui a été développée. On a l'information sur toute la réglementation sur la parcelle sur laquelle j'ai cliqué et la possibilité d'imprimer toujours cette fiche en PDF, enfin de créer un fichier PDF. On n'imprime pas forcément. Avec le descriptif. Alors, vous voyez, ça, c'est avec le descriptif des droits de préemption, d'alignement, etc. Donc, la richesse de MapStore, je termine là-dessus. La richesse de MapStore, c'est vraiment de pouvoir avoir des outils en standard et puis beaucoup d'extensions. On peut personnaliser des extensions, personnaliser des environnements et créer des applications thématiques qui ont un objectif bien précis. Voilà, je terminerai là. Eh ben, merci Catherine. On a reçu quelques questions auxquelles tu vas pouvoir répondre là dans les 4 minutes qui nous restent. Alors la première question qu'on a reçue, c'est une question de Jean-Emmanuel Ménard qui pose des questions techniques en fait sur les capacités de MapStore en termes de nombre de couches, de taille des couches, etc. L'idée derrière cette question, c'est finalement est-ce que MapStore pourrait être une alternative à Carmen ? Sachant que, pour ceux qui ne savent pas, Carmen est en fin de vie et la maintenance de Carmen ne durera plus très longtemps. Je crois qu'elle est prévue, la fin de Carmen est prévue pour 2024. Voilà. Alors Catherine, qu'est-ce que tu peux dire sur les capacités en termes de nombre de couches, de taille de couches, etc. Alors, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est un peu général à tous les visualiseurs, c'est que l'important, c'est le paramétrage de la couche elle-même. C'est-à-dire que il y a tout un tas de bonnes pratiques, mais je pense que c'est pareil dans tous les visualiseurs, qui sont de ne pas afficher une couche aux échelles où elle n'a aucun intérêt, d'essayer d'optimiser au maximum le paramétrage de la couche elle-même. Après, dans MapStore, vous voyez que là, sur ma démonstration, j'ai quand même une vingtaine de couches à peu près. Hein. Ça répond relativement bien, relativement vite, mais il y a plein de paramétrages. Enfin, je veux dire, c'est l'infrastructure qui doit être adaptée à ce qu'on veut y voir. Et puis, alors nous derrière, on a, je sais pas si ça vous parle, mais on a 4 géoserveurs qui tournent pour diffuser la donnée. On a environ 800 jeux de données dans nos géoserveurs et on a 4 géoserveurs qui tournent en parallèle pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs, donc 400 utilisateurs par jour. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Deuxième question technique, c'est est-ce que MapStore a une capacité à intégrer des couches de type MNT ? Oui, oui. Voilà. Et est-ce que ces données 3D en fait, ou MNT, elles peuvent être utilisées dans des widgets justement mis en œuvre par une application thématique que tu ferais avec MapStore ? Oui, complètement. On a intégré nous un MNT 2021 récemment. Et ça pose aucun problème. En plus, je vous disais tout à l'heure qu'on peut visualiser de la 3D, donc il y a possibilité de créer des applications thématiques spécifiques 3D, par exemple, avec le MNT et les bâtiments en 3D Tiles, puisque dans MapStore, il est possible maintenant de charger du 3D Tiles également. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas énormément travaillé, mais c'est prévu dans les mois qui viennent. Voilà. Ok. Donc on continue à recevoir des questions, donc je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les voir. Mais on a eu l'autre question de la part de Pierre Muckensturm, qui est plus liée finalement à la migration vers MapStore depuis une autre solution que vous avez pu réaliser. Donc voilà. Quelle était la solution précédente avant MapStore ? Est-ce qu'aujourd'hui MapStore c'est la seule solution Carto que vous utilisez ? Et puis ensuite, il y a plus une question sur le suivi, la maintenance de ça. C'est comment suivez-vous les usages de MapStore et est-ce que vous êtes accompagné en fait pour la mise en œuvre de MapStore ? D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Oui. Désolé. La première question, c'est sur la migration. Alors, nous utilisions avant MapFishApp, qui était le visualiseur de GeoOrchestra en termes de web mapping.
la migration, elle est simple dans la mesure où nos données sources sont publiées sur du GeoServer en format OGC, donc en WMS, WFS. Donc, pour les données, il n'y a aucune migration à faire. Ce qu'il a fallu, c'est recréer les applications thématiques, mais c'est extrêmement rapide. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'administrateur, il y a des interfaces. Il y a une interface d'administration qui permet de créer très rapidement, en quelques clics, un environnement métier. Donc, on a notamment migré une application. Alors, il y a 10 ans de ça, on travaillait beaucoup sur des produits Aigle. On a migré une application d'un ancien produit Aigle sur MapStore récemment. Entre-temps, elle avait été utilisée d'une autre façon. Et c'était extrêmement rapide, fait avec la maîtrise d'ouvrage, pardon. Et c'était extrêmement rapide pour pouvoir monter ça et le faire avec les utilisateurs, ce qui est très intéressant. Ok. Merci Catherine. Enfin, on va s'arrêter là pour les questions et réponses sur ta partie. Juste dire aux auditeurs de la séance que on conserve toutes les questions et on va y répondre dans une FAQ. Comme d'habitude, lorsqu'on mettra à disposition la vidéo de ce webinaire sur le site de Tata Grand Est. Donc Catherine, n'hésite pas à répondre pendant le temps de présentation des autres intervenants, n'hésite pas à répondre aux questions qui sont restées sans réponse dans l'onglet questions. D'accord, très bien. Eh bien, merci. Voilà. Merci à vous. Et merci. Je ferme ma fenêtre de partage. Et je passe du coup la main à Stéphane Riesenthaler de GeoRENA. On te laisse partager ton écran, Stéphane? Oui, bonjour à tous. Donc, normalement, ici, vous voyez mon écran. Je vais revenir à la première diapo. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mViewer qui permet de réaliser du web mapping de manière assez facile. Donc, par web mapping, on entend par là une carte interactive sur laquelle l'utilisateur peut faire différentes actions pour interagir avec la donnée, avec le fond de plan, interroger la donnée, la regarder plus en détail, etc. Donc tout d'abord, je vais commencer par une rapide présentation du projet GeoRENA. Donc GeoRENA, en fait, c'est une plateforme de diffusion de l'information géographique, au même titre que Data Grand Est. Mais par contre, sa spécificité, c'est qu'elle se fait sur un périmètre transfrontalier entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Le découpage que vous voyez ici à l'écran. Donc c'est un outil qui a démarré dès les années 2000 et qui a suivi une évolution et pour finalement aujourd'hui arriver à une véritable plateforme transfrontalière de partage de données qui fonctionne également comme les collègues qui vont aussi faire des présentations aujourd'hui et comme Catherine grâce à l'outil GeoOrchestra. Alors, en quelques chiffres, GeoRENA, c'est deux agents qui sont dédiés au fonctionnement de la plateforme. Notre spécificité, c'est donc de travailler avec les Suisses et les Allemands. Donc, la plateforme est en 2 langues, entièrement bilingue, en allemand et en français. Nos objectifs généraux, c'est bien sûr de diffuser des données en open data, ce qui implique de les collecter, les assembler, les harmoniser et ensuite les proposer en libre diffusion sur notre plateforme. Actuellement, GeoRENA propose environ 130 cartes statiques, c'est-à-dire des cartes en format PDF, plus de 65 jeux de données qui concernent des thématiques diverses, mobilité, économie, environnement, etc. Ce projet, il fonctionne grâce à 10 partenaires cofinanceurs, donc plutôt des partenaires publics de part et d'autre de la frontière, et il est piloté par un comité d'experts qui réunit une vingtaine de personnes, allemands, suisses et français qui sont spécialistes de la donnée en géomatique, géographes, aménageurs du territoire, etc. Alors pourquoi mViewer? Donc tout à l'heure, Catherine nous a présenté MapStore, qui est, comme on l'a vu, un outil qui est très utile pour des réalisations d'applications à caractère technique, donc plutôt dédié à un public de spécialistes. Ici, mViewer, c'est plutôt une alternative et il est complémentaire à MapStore, pour s'adresser au grand public. Alors, quels sont ces différents avantages? Le premier, c'est que c'est un outil libre et gratuit qui est simple d'installation. Le second, c'est qu'il est facile d'utilisation. Je vais essayer de vous le prouver tout à l'heure par un cas d'usage.
Ensuite, nous trouvons que c'est un outil qui est vraiment adapté pour produire des cartographies en ligne, donc ce qu'on appelle ici web mapping, et qui sont vraiment intéressantes pour s'adresser au grand public. Enfin, comme évoqué, il est complémentaire à MapStore, puisque c'est un outil qui s'adresse à un autre type de public. Même si les données mobilisées peuvent être les mêmes, finalement, les données sont présentées de manière différente selon qu'on s'adresse à un technicien spécialiste d'un métier ou à quelqu'un qui découvre tout simplement la cartographie ou la thématique. Les autres avantages techniques de MViewer, c'est qu'il y a une communauté d'utilisateurs assez active et une documentation en français qui est vraiment bien faite et accessible. Et enfin, le dernier gros avantage, c'est que comme c'est un outil libre, il est facile de l'adapter à son souhait, donc à faire des développements personnalisés, qui ensuite peuvent être partagés avec la communauté, sous réserve de faire appel à des compétences en JavaScript, CSS ou HTML. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un cas d'usage. Ce cas d'usage, c'était la cartographie des sources d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur. Alors c'est un projet qui, comme souvent pour GeoRENA, est réalisé en binôme avec un expert métier. Donc ici, c'est l'association Trion Climate, qui est spécialiste des énergies et du climat sur le périmètre du Rhin supérieur. Et donc GeoRENA travaille en binôme avec cet acteur qui, lui, va être chargé de la production des données et de leur validation. Et GeoRENA va jouer le rôle de diffuseur sur sa plateforme. Alors pour diffuser les données, comme évoqué tout à l'heure, on va utiliser deux outils. MapStore plutôt pour cibler un public de techniciens avec différentes fonctionnalités comme l'a présenté Catherine tout à l'heure. Et MViewer, l'outil dont je vais vous parler aujourd'hui, pour cibler le grand public. Alors quelle a été la commande ici? Finalement, c'est une commande qui est assez classique. Le premier point, c'est je souhaite que les utilisateurs puissent cliquer sur un point au sein de la carte pour afficher des informations sur ce point. Voilà, un besoin très, très classique et pourtant fondamental. L'autre besoin un peu plus spécifique, c'est de pouvoir visualiser de manière optimale une forte densité de points. En fait, la couche de données des sources d'énergie renouvelable sur le Rhin supérieur, elle comporte environ 1000 points. Donc, voir 1000 points sur une carte, c'est quand même assez compliqué et ça nécessite des adaptations bien spécifiques. Par exemple, ici, on voit l'avantage d'une carte interactive par rapport à un format PDF, puisque format PDF, on est bloqué par la taille du document, et donc voir 1000 points sur une carte PDF en format A3, par exemple, c'est très compliqué. Donc ici, on va voir comment on a relevé ce challenge-là avec MViewer. L'autre point, un peu plus technique, c'était de pouvoir voir une évolution dans le temps de ces installations. Ça, c'est aussi un challenge qui a été relevé. Ensuite, en point 4, ce qui est très important aussi dans notre domaine, c'est de disposer d'une carte interactive multilingue. Donc, c'est-à-dire que le contenu soit accessible à la fois en allemand et en français. Et enfin, un besoin qui est exprimé relativement souvent, c'est évidemment d'être en mesure d'intégrer cette carte interactive dans une page web. Alors pour tous ces besoins, quand on est face à ce type de commande, on se dit que MViewer est vraiment l'outil le plus adapté pour y répondre. Ici, on va voir dans ces exemples qu'on va utiliser des fonctionnalités un petit peu spécifiques avec un système de cluster pour observer de manière optimale la forte densité de points et un filtre temporel pour réaliser un timelapse pour voir l'évolution des installations dans le temps. Alors, en ce qui concerne la réalisation, alors MViewer, évidemment, on parle de web mapping, donc c'est du code. Mais si on ne sait pas coder, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup d'exemples inspirants en ligne. Donc on peut facilement reproduire un code en s'intéressant à son contenu et en récupérant des informations déjà existantes. Il y a aussi une communauté réactive. Donc ici, je vous ai mis le lien vers le répertoire GitHub. Si jamais on a des questions, on peut se faire aider aussi par la communauté. Et enfin, troisième point, mais pas des moindres, il existe aussi une interface logicielle qui s'appelle MViewer Studio et qui permet de générer ces cartes interactives à partir d'une interface un peu plus user-friendly. Alors, sans trop tarder, nous allons voir les résultats. Donc ici, vous avez une illustration figée, mais on va se rendre sur le site internet qui héberge cette carte interactive. Ici.
Donc, vous voyez, là, on est sur l'application MViewer. Donc, l'interface se veut un peu plus simpliste que ce qu'on a observé sur Mapstore tout à l'heure. On a un panneau de présentation des couches qu'on peut afficher ou non. Un panneau qui est dédié à la légende, qu'on peut aussi désafficher ou masquer. Et évidemment, la carte interactive. Alors ici, vous voyez, on peut changer de fond de plan. On peut facilement zoomer. On a aussi la possibilité de filtrer les données, ici en fonction du type d'installation qui produit de l'énergie renouvelable. Et il y a aussi une petite fonctionnalité de recherche. Et bien sûr, le plus important, on peut cliquer sur un point pour y afficher les informations. Donc ici, le nom de la structure, une description, sa puissance, son année de mise en service, et également une petite photo. Vous voyez, c'est relativement simple et rapide. On peut interroger différents objets de cette manière. Alors, on a vu avant la possibilité de réaliser des filtres. Donc ici, par exemple, je peux garder uniquement le photovoltaïque sur bâti et les parcs solaires. Voilà, vous voyez, avec le système de cluster, plus on zoome, plus on va voir les objets s'afficher. Et quand on dézoome, on voit une bulle qui affiche le nombre d'objets qui est contenu dans son périmètre. Donc voilà pour cette démonstration. Alors, on peut aussi passer facilement à une version allemande. Donc, je vous ai parlé avant de l'intérêt du multilingue pour nous, donc avec les noms des couches qui sont en allemand, la légende qui est également en allemand, et quand on interroge un point, on va obtenir ici le titre, le résumé et toutes les autres informations dans la langue allemande. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Et il y a aussi la possibilité de mettre un petit texte ici qui décrit le projet. Donc, c'est une forme de documentation sur la carte. Enfin, le dernier élément dont je voulais vous parler, c'était le timelapse. Donc, la possibilité d'observer le développement de ces installations dans le temps. Donc, ça, c'est réalisé grâce à une petite extension qui est possible dans MViewer. Et donc ici, on va pouvoir, en déclenchant le filtre temporel, voir les années qui passent. Donc là, on est dans les années 90. On voit qu'il y avait beaucoup d'installations hydroélectriques sur l'espace du Rhin supérieur. Les années passent, on se retrouve ici en 2006 et on voit que les autres types d'énergie commencent à se développer, particulièrement en Allemagne au début. Et on voit l'avènement ici, par exemple, du solaire. Voilà. MViewer permet aussi de faire ces choses-là qui permettent une analyse assez intéressante des données. Je vais retourner dans la présentation. Ici, un autre exemple très rapide sur une production MViewer, c'est un annuaire cartographique des domaines viticoles qui participent à un projet vin biodive, un projet Interreg. Donc on voit que des fois, les besoins sont relativement simples. Ici, c'était une mise en relation du réseau des viticulteurs qui participent au projet, donc avec possibilité de changer de fond de plan. En orange, on a les zones occupées par de la vigne, et quand on clique sur un viticulteur, on obtient ses coordonnées, son adresse. Donc l'objectif de cette carte-là, c'était de faire de la mise en réseau de plusieurs organismes qui participent à un même projet. Donc on voit que MViewer permet de faire des réalisations relativement simples. Ici, cette carte est disponible en anglais, en français et en allemand. Il te reste 1 minute. Parfait. Merci. Du coup, si vous souhaitez utiliser MViewer, n'hésitez pas à vous rendre sur cette page web qui va vous expliquer comment fonctionne le projet. Il y aura tous les liens disponibles vers la documentation et des partages d'expériences, des démos qui sont également disponibles. Merci beaucoup pour votre attention et je reste à votre disposition par mail ou tout de suite si vous avez des questions. Merci Stéphane. Donc on a quelques questions là qui sont posées en ligne. Donc la première question, c'est peut-on importer des fichiers de style de projet QGIS dans une carte MViewer? Alors les styles peuvent être attachés à un fichier de style SLD.
Mais le paramétrage des styles se fait plutôt, en tout cas de notre côté, sur GeoServer. Donc en fait, on publie les données sur GeoServer et ensuite on leur applique un style à travers GeoServer en format SLD. Et donc depuis QGIS, on peut exporter un style en format SLD et donc l'importer ensuite dans GeoServer. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a aussi d'autres manières de faire, mais ça c'est celle qu'on utilise et qui fonctionne très bien. Si je peux me permettre de préciser d'ailleurs, hein, MViewer a été conçu au départ pour afficher des couches de données qui viennent de serveurs qui proposent des flux standardisés comme WMS, WFS, ce genre de choses. Donc en fait, dans la majorité des cas, le style qu'on applique à une carte MViewer, il est défini côté serveur. Après, il y a d'autres possibilités, mais en tout cas, c'était la première façon de faire qui a été implémentée dans MViewer. Deuxième question, c'est quelle solution pour le stockage des données en ligne et quel coût? Alors donc un peu comme Catherine et Vincent tout à l'heure, nous on utilise la solution GeoOrchestra, qui est une solution libre et open source. Et donc nos données, elles sont stockées très précisément sur une base de données PostGIS, puis après elles sont servies sous forme de flux WFS, WMS à travers GeoServer. Donc voilà pour répondre à la question. Un MViewer, c'est vraiment un visualiseur complémentaire à une autre solution qui est, elle, une vraie infrastructure de données spatiales. Et donc nous, dans ce cadre-là, on utilise GeoOrchestra. Effectivement, autour de la table aujourd'hui, on n'a que des représentants de portails qui utilisent GeoOrchestra. Et donc effectivement, la manière privilégiée pour stocker les données, c'est les stocker dans l'infrastructure de GeoOrchestra. Après, MViewer, c'est une solution aussi légère et qui vous permet de mettre dans une carte des fichiers qui sont, j'imagine, un fichier GeoJSON par exemple, hein, Oui, que vous pourriez stocker sur votre propre serveur avec sans avoir besoin de mobiliser une base de données relationnelle. Mais une base de données relationnelle dédiée à la géo est possible. Oui. Et puis d'ailleurs, tant qu'il y a des flux, vous pouvez utiliser n'importe quelle solution pour générer ces flux. MViewer va pouvoir les utiliser. Et je rejoins ce qu'a dit Benjamin, on peut aussi stocker les données sur un serveur en format GeoJSON de manière très simple. Donc Oui. le but d'MViewer, c'est d'être très interopérable. Et ça fonctionne plutôt bien. Et en complément, je dirais que vous pouvez aussi stocker vos données sur Data Grand Est, éventuellement, si voilà. Si vous avez besoin de stockage. Au moins, peut-être dans un premier temps aussi sous forme de test, si jamais vous avez vocation à après développer votre propre infrastructure. Voilà, mais c'est tout à fait, en fait, MViewer est tout à fait interopérable, que ce soit avec GeoOrchestra, avec du Prodige, du Carmen, ou d'autres solutions que vous pourriez avoir dans votre environnement naturel. Mais effectivement, pour les acteurs locaux, Data Grand Est devrait être cette mutualisation, elle vous permet justement de générer des cartes interactives à très faible coût, puisque finalement le coût le plus important, c'est l'hébergement plus le maintenance développement d'une solution type GeoOrchestra. Si vous pouvez compter sur Data Grand Est pour réaliser ces missions-là pour vous, dans ce cas-là, le coût il sera vraiment très faible pour vous. Et donc, dernière question concernant MViewer. Donc, concernant les projets d'énergie renouvelable, est-ce qu'on voit seulement les projets installés ou également les projets en cours? Donc, je pense que là, c'est vraiment une question qui pointe directement le premier exemple que tu donnais. Oui. Alors, pour cette carte-là, c'est une carte qui est mise à jour de manière annuelle. Et donc, ça dépend de l'expert avec qui on travaille. Mais pour l'instant, c'est des installations d'énergie renouvelable qui sont actuellement mises en place. Il y a d'ailleurs une année de mise en œuvre qui permet de faire cette petite option du filtre temporel. Donc actuellement, c'est des projets qui sont en place. Et c'est une donnée qui est amenée à évoluer, hein, pardon, mais du coup, la fréquence de mise à jour est relativement élevée. Et le but, hein, vous imaginez bien que c'est dur de maintenir quelque chose à jour de manière mensuelle sur ces données-là, mais le but de TriOnClimate, c'est vraiment de suivre
l'évolution de ces installations et de proposer une donnée la plus à jour possible. Merci beaucoup Stéphane. Donc on a fini avec les questions qui t'étaient adressées. Donc là on va passer la main maintenant à Vincent Fabry pour nous parler de GeoContrib. Merci Benjamin et bonjour à tous. GeoContrib, c'est un outil qu'on utilise sur la plateforme Géo de France. Donc, juste en 2 mots, je vais rappeler ce qu'est cette plateforme. C'est une plateforme de mutualisation de données en région Hauts-de-France, région qui réunit les ex-régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Comme mes petits camarades, notre plateforme s'appuie sur une infrastructure de données de type GeoOrchestra. Et GeoContrib, c'est un petit outil qu'on a fait développer parce qu'il nous manquait dans notre panel d'outils d'ailleurs qui comprend MViewer et MapStore. Il nous manquait un petit outil pour faire du signalement participatif. Donc, on a fait développer cet outil. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors, pourquoi faire GeoContrib? Pour construire une base de données à plusieurs, donc quand on est plusieurs participants, qu'on doit co-construire une base de données, ben voilà, GeoContrib est fait pour ça, à partir d'un modèle de données soit personnalisé, c'est-à-dire qu'on va définir nous-mêmes comment on va décrire la donnée qu'on veut capitaliser, soit on part d'un modèle de données existant. Aujourd'hui, sur des sites comme celui du CNIJ ou schema.data.gouv.fr, on peut trouver des modèles de données existants qui décrivent une aire de covoiturage, une borne de recharge de véhicules électriques, une friche, un PLU, etc. Donc, on peut implémenter comme ça soit un modèle de données personnalisé, soit un modèle de données standardisé existant. On peut aussi utiliser GeoContrib pour faire du contrôle qualité d'une donnée, par exemple. Chez nous, on reçoit actuellement les gens qui localement peuvent contrôler et faire remonter des erreurs sur cette donnée d'occupation du sol. Ça peut marcher aussi pour un PCRS, pour une orthophoto. On peut s'en servir pour signaler des travaux sur son territoire ou des anomalies. Et puis, on peut s'en servir aussi pour commenter un projet, notamment un projet de document d'urbanisme. On peut imaginer que les utilisateurs de GeoContrib viennent sur une parcelle, par exemple, mettre un commentaire. Alors, quelques cas d'usage en Hauts-de-France, je ne vais pas tous les citer, mais j'en ai fait ressortir quelques-uns intéressants. Le suivi du plan arbre de la région Hauts-de-France. Donc, la région Hauts-de-France finance des associations, des collectivités pour qu'elles plantent des arbres. Et donc, on veut savoir, enfin, le chef de projet veut savoir géographiquement si les projets sont bien répartis. Et puis, ça permet d'avoir facilement le nombre d'arbres plantés, le nombre d'euros qui ont permis de financer ces plantations. On s'en est aussi servi pour faire du recensement de friches. Donc, on a des partenaires de la plateforme qui avaient besoin de recenser les friches sur leur territoire. Donc, ils se sont servis de GeoContrib. Le recensement des aires de covoiturage, si j'ai le temps, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi la déclaration de travaux sur des réseaux. Et puis, nos collègues de la direction de la biodiversité au Conseil régional des Hauts-de-France s'en sont servis pour l'inventaire de biodiversité dans les lycées. Alors, je vais vous présenter un premier exemple qui s'appelle RéABM. Alors, derrière ce nom se cache en fait la rénovation énergétique des bâtiments dans les cités minières, donc dans le secteur du bassin minier, qui est un secteur à cheval sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. En fait, les acteurs du bassin minier, qui étaient les EPCI, l'ADDT, donc un service déconcentré de l'État, et des bailleurs sociaux qui avaient besoin de signaler les cités minières sur lesquelles ils voulaient engager des travaux de rénovation énergétique. Le problème, c'est que quand ils ont commencé à travailler ensemble, leur outil de travail, c'était un fichier Excel qui était stocké chez chacun des partenaires, qui était difficilement du coup mis à jour parce que c'était difficile de synchroniser les mises à jour. Et ça posait des gros problèmes de communication entre ces partenaires. Et donc, ils sont venus nous voir et on leur a proposé d'utiliser GeoContrib.
Alors du coup, je vais partager mon écran. Donc, je suis ici sur la page d'accueil de Géocontrib, hein, le Géocontrib de la plateforme Géo de France. Donc, on voit l'ensemble des projets qui ont été créés. Alors, je peux filtrer ces projets par type de niveau d'autorisation, hein, parce que dans Géocontrib, on peut attribuer des niveaux d'autorisation aux utilisateurs. On peut être contributeur, on peut être modérateur, on peut être administrateur. Donc là, je vais filtrer les projets sur lesquels je suis contributeur. Et je trouve le projet sur le bassin minier. Je suis maintenant sur la page d'accueil de ce projet. Donc, je vois une petite carte avec des points orange. Donc, c'est les signalements qui ont déjà été faits. Et puis, si je vais ajouter, on voit aussi les derniers signalements ici sous forme de liste qui ont été faits et par qui. Et puis, les derniers commentaires qui ont été faits. Et si je veux ajouter un signalement, je clique sur le petit plus et j'arrive sur mon formulaire. Donc, la première chose à faire, ça va être de dessiner dans la carte la cité minière sur laquelle je veux intervenir. Donc, je vais dessiner mon polygone. Et puis ensuite, je vais renseigner les différents champs du modèle de données. Donc, je vais donner un nom à mon signalement, test, une description. Alors, ensuite, je dois renseigner le statut. Alors ici, on est sur un projet qui est modéré. Ça veut dire qu'il y a un utilisateur du projet qui a le rôle de modérateur. Si je laisse le statut en brouillon, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui verrai mon signalement, parce que, par exemple, je n'ai pas le temps de finir de renseigner les différents champs, ou je sais que je vais devoir le modifier. Et une fois que j'aurai rempli tous les champs et que je serai satisfait, je peux le mettre en attente de publication. Et quand j'aurai validé mon formulaire, le modérateur recevra une notification automatique par email lui disant que Vincent Fabry a fait un nouveau signalement dans la base de données et qu'il faut l'accepter ou pas. Ensuite, je vais renseigner les différents champs. Donc, vous voyez qu'il y a des différents types de champs. Ici, j'ai une liste de choix. Donc, si je suis le bailleur, je vais pouvoir choisir quel bailleur je suis. Ensuite, il y a des champs qui vont concerner plutôt. Alors, il y a des champs de type date aussi ici. Ensuite, il y a des champs qui vont concerner le PCI. Donc, on voit ici que c'est un modèle de données assez riche avec beaucoup de champs à remplir. Et puis ensuite, c'est l'ADDTM qui intervient pour dire si ce projet de rénovation énergétique sur cette cité minière va être retenu ou pas. Et quand je suis content, je peux enregistrer les changements. Et donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, j'ai ici le récapitulatif de mon signalement. Et ça envoie un email automatique au modérateur de ce projet. On peut aussi s'abonner par email en tant que contributeur au projet. Ça veut dire que je peux recevoir une alerte mail qui me dit que il y a eu des signalements de fait sur ce projet. Il te reste 2 alors, minutes. quelles ont été les 2 minutes? Alors, je montre très vite un projet. Donc, je vais filtrer à nouveau les projets, mais cette fois avec un niveau d'autorisation d'administrateur. Et je vois que je suis administrateur du projet sur le recensement des aires de covoiturage en Haute-France. Et donc, voilà, on a une carte et une base de données des aires de covoiturage locales. Là, les partenaires se sont appuyés sur le modèle de données national qui est disponible sur celui du CNIJ, sur le site du CNIJ, je crois. Et puis donc, Géo de France sert de passerelle entre les données qui sont saisies dans Géocontrib localement et on va être l'intermédiaire pour faire remonter ces données au niveau national dans la base de données nationale qui est disponible sur data.gouv. Du coup, je vais arrêter mon partage, revenir sur la présentation. Les points forts de Géocontrib, dans le cadre de la rénovation des cités minières, par exemple, le point fort, c'est que c'était un outil neutre proposé par la plateforme régionale et pas un outil d'un des 3 intervenants qui étaient les bailleurs, les EPCI ou la DDTM. Ce qui fait que les intervenants se sont plus facilement appropriés et ont plus facilement accepté d'utiliser cet outil. On a voulu que ce soit un outil simple,
pour des profils d'utilisateurs non experts, que voilà, des non-géomaticiens, des non-sigistes, des non-cartographes l'utilisent facilement. C'est un outil dont on peut facilement réutiliser les données. Comme je le disais, par exemple, pour les aires de covoiturage, on peut faire facilement remonter les données jusqu'à data.gouv, par exemple. Et puis surtout, on peut exploiter les données qui sont saisies dans GeoContrib dans des visionneuses cartographiques, par exemple MViewer ou MapStore. Dans MViewer ou MapStore, on peut facilement afficher les données qui sont saisies dans GeoContrib. Et puis, on peut réutiliser aussi ces données saisies dans des tableaux de bord, par exemple dans les outils développés par Data Grand Est de DataVis. Vous trouverez voilà, sur cette dernière diapo quelques ressources. Le GeoContrib, enfin l'instance GeoContrib de Géo-de-France, vous pouvez aller voir comme ça l'ensemble des projets qui ont été démarrés sur GeoContrib. Alors selon le niveau d'autorisation, vous ne pourrez pas rentrer dans ces projets, mais vous pourrez au moins voir qu'ils existent. J'ai mis le lien vers la doc complète rédigée par NeoGeo, qui est un des prestataires qui développe GeoContrib. Et puis, je cite quelques autres instances de GeoContrib qui ont été déployées en France, notamment sur d'autres plateformes régionales, en Occitanie, à la métropole européenne de Lille, en région PACA et en Bretagne, par exemple. Et j'en ai terminé. Merci. Merci Vincent. Alors, il n'y a pas de questions sur GeoContrib, c'est bien dommage, mais heureusement j'en ai. Et peut-être une question déjà sur le contexte dans lequel GeoContrib a été développé. Tu citais que GeoContrib avait été initié par vous en fait, Géo-de-France. Donc il s'agit d'un projet libre en fait. C'est la raison pour laquelle les plateformes que tu citais à la fin ont eu la capacité à réutiliser cet outil. Est-ce que de la même manière que MViewer et MapStore, effectivement, ce sont des projets libres, donc qu'on peut implémenter et déployer sur son infrastructure. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on retrouve aussi GeoContrib sur Data Grand Est, en tout cas voilà, ça peut intéresser les partenaires de Data Grand Est. Bon, il faut savoir que on est en train de déployer une nouvelle version de GeoContrib. Donc voilà. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le projet, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'administration de Data Grand Est pour nous expliquer votre cas d'usage ou les questions auxquelles vous voudriez sur lesquelles vous voudriez qu'on vous éclaire. Une question de Elodie Monet. Comment gérez-vous les droits d'accès? Alors, l'administrateur d'un projet va nominativement donner des niveaux d'autorisation. Donc, il va piocher dans l'annuaire de la plateforme Géo-de-France et il va dire Michel Martin est aussi administrateur, et puis Michel Dupont est contributrice, simple contributrice, et puis encore quelqu'un d'autre, un deuxième modérateur. En fait, chaque niveau d'autorisation, on peut donner autant de niveaux d'autorisation qu'on veut. Plusieurs personnes peuvent être contributeurs, évidemment, contributrices. Plusieurs personnes peuvent être modérateurs et modératrices. Et pareil pour l'administration du projet. Donc, en fait, on va attribuer nominativement les niveaux d'autorisation. Alors, je ne sais pas si sur Géo-de-France, c'est pareil que sur Data Grand Est, mais donc le prérequis pour vous, j'imagine, c'est que un membre du projet GeoContrib ait un compte nominatif sur Géo-de-France. Exactement. Bon, donc c'est pareil. Et après, on a mis en place des mécanismes pour faciliter le travail des administrateurs, c'est-à-dire qu'on fonctionne aussi avec des groupes projets, ce qu'on appelle des groupes projets sur Géo-de-France, ce sont des groupes de travail. Et on peut mettre en place un mécanisme qui fait que si on appartient à un groupe projet, on peut être automatiquement contributeur d'un projet GeoContrib, par exemple. Ça fonctionne bien. Et puis moi, j'ai une petite dernière question, c'est en termes de stockage des données, comment ça s'organise, quel est le lien finalement avec GeoOrchestra? Alors, les données sont stockées dans une base de données PostGIS.
Cette base de données, en fait, c'est celle qui est utilisée par le reste de l'infrastructure. C'est pour ça que c'est très facile de réutiliser les données saisies dans GeoContrib pour les utiliser dans d'autres applications, puisque c'est une base de données qui est partagée. Donc, par exemple, si on rentre un peu dans la technique, cette base de données, elle est visible dans GeoServer, donc on peut publier un flux type WMS, WFS de ces données et consommer ce flux dans un tableau de bord, dans une visionneuse MViewer ou une visionneuse MapStore. Okay. Donc le stockage, c'est dans PostgrePostGIS. Très bien. Merci beaucoup, Vincent. Il est midi, donc je vais peut-être repasser la main à Guillaume pour conclure ce webinaire. Donc pour conclure, merci Benjamin pour la modération des questions. J'invite Stéphane peut-être et Catherine à rallumer juste leur caméra. Pour conclure, je voulais surtout remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions. 10 minutes, c'est très court. Et je m'excuse aussi pour toutes les personnes qui ont participé au webinaire et qui peut-être n'ont pas eu toutes les réponses ou auraient souhaité avoir des présentations un peu plus longues. Mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, revenir vers Vincent, Stéphane ou Catherine au besoin si vous avez besoin d'informations complémentaires. Je pense que ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est qu'il y a un fort potentiel autour de tous ces outils. Sachez que ces outils sont disponibles sur la plateforme Data Grand Est. Donc, si vous avez des besoins autour de ces outils, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, qu'on identifie vos cas d'usage, qu'on puisse voir comment travailler ensemble, comment mettre aussi ces outils à disposition des groupes de travail existants ou à mettre en place. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois. Je ne sais pas si Vincent, Stéphane, Catherine ou Benjamin ont aussi également quelque chose à dire en conclusion. Sinon, je vais vous proposer de terminer, de clore ce webinaire. Une bonne journée à tous et à bientôt. Merci très pour bien. votre écoute. Merci à tous, bonne journée et bon appétit. À bientôt. Au revoir.